Bonjour, je suis le professeur Clément Dubost et je suis chef de service de réanimation à l'hôpital Bégin. En plus de mon activité d'anesthésiste réanimateur, je fais de la recherche en neurosciences depuis 10 ans au sein du centre Borelli. Le centre Borelli, qui était avant Cognac G, a la particularité de faire travailler ensemble des chercheurs fondamentaux, des mathématiciens et des cliniciens. C'est dans cet environnement que j'ai été amené à appliquer et à utiliser des techniques issues de l'intelligence artificielle, notamment du machine learning, sur des bases de données de santé. Bien sûr, je n'ai pas fait ça tout seul dans mon coin, j'ai fait ça au sein d'une équipe multidisciplinaire et en particulier avec des mathématiciens et d'autres collègues chercheurs. Cela m'a amené à réfléchir à ces questions et à réfléchir à la place de l'intelligence artificielle dans notre spécialité, anesthésie, réanimation et médecine périopératoire. Afin d'aider tous les praticiens du domaine de l'anesthésie-réanimation, les médecins en formation, les médecins déjà thésés, mais aussi les paramédicaux, les IAD, les infirmiers de réanimation, à approfondir ce sujet, je vous propose cette série de présentations. La première présentation est une introduction à l'apprentissage automatique que nous avons réalisé avec Pierre Imbert, qui est mathématicien et avec qui je collabore depuis maintenant 10 ans. Dans ce cours, nous avons essayé de vous donner les bases pour comprendre de quoi on parle quand on parle de machine learning et comment appréhender ces méthodologies. Dans le deuxième cours, je vous présente des exemples d'intérêt potentiel de l'intelligence artificielle et du machine learning appliqués à notre spécialité, c'est-à-dire à la fois à l'anesthésie et à la réanimation. Le troisième cours a été fait par un autre anesthésiste réanimateur qui est le docteur Victor de Castro, qui l'a présenté aux étudiants lors du premier module destiné aux internes d'anesthésie et réanimation d'Île-de-France qui a eu lieu la semaine dernière. Malheureusement, il n'est pour l'instant pas disponible en ligne, mais dès que ce sera le cas, nous le rajouterons. Le quatrième cours a pour but de présenter l'intérêt de l'intelligence artificielle dans le domaine de la recherche biomédicale. Ceux qui s'intéressent à la littérature scientifique l'ont constaté, de plus en plus souvent, il est fait appel à des méthodes assez sophistiquées dans les articles et il peut être parfois compliqué de comprendre une étude tellement la méthodologie mise en œuvre peut sembler obscure. Dans ce cours qui est extrêmement didactique, Samuel Gruffaz et Axel Rock, qui sont deux doctorants du laboratoire, vous donnent des clés pour déchiffrer ces articles et notamment attirent votre attention sur certains pièges dans les articles utilisant du machine learning. Je vous souhaite une bonne écoute de ces cours et surtout n'hésitez pas à nous envoyer des commentaires si jamais vous en avez. Bon travail. Bonjour à toutes et à tous pour cette introduction à l'apprentissage automatique ou machine learning en anglais. Avant d'aller plus loin, définissons l'intelligence artificielle. Nous pouvons la définir comme étant un outil utilisé par une machine pour reproduire des comportements tels que les comportements utilisés par les humains. C'est-à-dire que la machine va essayer d'imiter un peu la façon de penser, de raisonner des êtres humains. Les types de raisonnement que la machine va pouvoir utiliser seront par exemple la planification, la créativité, mais aussi le raisonnement en tant que tel. Il existe différentes méthodes que l'on regroupe sous ce vocable d'intelligence artificielle que nous allons vous présenter dans la suite du cours. Tout d'abord, qu'est-ce que l'apprentissage automatique ? Dans cette figure, on voit qu'il faut bien distinguer l'apprentissage automatique avec l'intelligence artificielle ou encore le deep learning. Le domaine le plus large, ici l'intelligence artificielle, peut se définir comme l'ensemble des techniques permettant de copier le comportement humain. Il englobe alors l'apprentissage automatique qu'on va définir, mais aussi d'autres domaines et techniques. On peut par exemple y inclure des algorithmes fixant un ensemble de règles préétablies pour copier le comportement humain. Le mot important ici étant préétabli. L'apprentissage automatique inclut l'ensemble des techniques d'intelligence artificielle
permettant à l'ordinateur d'apprendre à résoudre une tâche automatiquement. L'idée ici est de ne pas fixer des règles a priori, mais de montrer à l'ordinateur des exemples de résolution de tâches pour qu'il s'en inspire. Enfin, on verra qu'il y a plusieurs techniques pour que la machine apprenne à résoudre une tâche, l'une d'elles étant l'utilisation du deep learning. Commençons par quelques exemples d'utilisation de l'apprentissage automatique. On peut énumérer la reconnaissance et segmentation d'images et de vidéos, la génération de textes et d'images, l'analyse de signaux physiologiques, les simulations physiques, l'intelligence artificielle de jeux vidéo, les systèmes de recommandation, ou encore les prédictions à partir de données. Plus en détail, en segmentation d'images, on veut apprendre à la machine à reconnaître un ou plusieurs objets. De la tâche la plus simple, ici tout à gauche, dire si la photo représente un chat ou non, à la tâche la plus complexe, ici tout à droite, qu'on appelle la segmentation d'instance, où l'on veut que l'ordinateur détecte et entoure plusieurs objets à la fois sur une même image. On peut pousser la complexité encore plus loin en segmentation de vidéo, où l'on veut détecter un grand nombre d'objets en temps réel, pour par la suite pouvoir faire de la conduite autonome par exemple. Un autre gros domaine de l'apprentissage automatique est la génération de texte. On pense évidemment tout de suite à des systèmes comme ChatGPT, mais il y en a d'autres comme Mistral ou Llama. Dans ce domaine, le but est d'apprendre à la machine comment générer du texte qui a du sens. Une des particularités de ces systèmes est qu'on ne fixe pas des règles de grammaire a priori, mais on montre à la machine un très grand nombre de textes et la machine va apprendre toute seule comment construire des phrases intelligibles. La génération d'images est également très en vogue en intelligence artificielle. Le but est d'apprendre à la machine à générer une image à partir d'un texte descriptif de celle-ci. Pour la petite histoire, j'ai choisi cette image comme illustration, car elle a gagné un concours d'art alors qu'elle a été générée par intelligence artificielle, et plus exactement par un système qui s'appelle Midjourney. Dans tous les exemples que j'ai montrés, finalement on procède toujours de la même manière. On veut que la machine apprenne à résoudre une tâche, par exemple la segmentation d'images. Pour ce faire, on dispose d'un grand nombre d'exemples de résolution de cette tâche. C'est la base de données. Pour la segmentation, on a donc des images où des humains ont préalablement détouré les objets qui apparaissent. On construit alors un modèle mathématique qui permet à la machine d'apprendre à partir de ces données d'exemple. Évidemment, en fonction de la tâche à résoudre, la machine ne va pas apprendre de la même façon. On distingue en fait plusieurs types d'apprentissage, avec les deux plus importants qu'on appelle apprentissage supervisé et apprentissage non supervisé. Il en existe d'autres comme l'apprentissage par renforcement ou l'apprentissage semi-supervisé. En apprentissage supervisé, on a accès à des données étiquetées. Par exemple, on a une liste de fruits avec leur largeur et leur hauteur, mais on a aussi quel fruit c'est l'étiquette. En fait, en apprentissage supervisé, on distingue à nouveau deux sous-domaines, la classification et la régression. En classification, ici à gauche, l'étiquette est une classe. Par exemple, le type de fruit, ici ananas ou citrouille. Et le but est que la machine arrive à classer correctement un nouveau fruit juste en connaissant sa hauteur et sa largeur. En régression, l'étiquette est une variable continue. Ici à droite, on veut par exemple prédire le prix d'une maison, donc l'étiquette, en fonction de sa surface en mètres carrés. Pour résumer, on considère que les problèmes de prédiction d'une variable qualitative sont des problèmes de classification, tandis que les problèmes de prédiction d'une variable quantitative sont des problèmes de régression. Et ces deux types de problèmes font partie de ce qu'on appelle l'apprentissage supervisé. Pour savoir si vous avez compris, vous pouvez essayer de deviner si les problèmes 1, 2 et 3 sont des problèmes de classification ou de régression. Pour le problème 1, on souhaite prédire si un patient est porteur ou non d'une maladie. Pour le problème 2, on souhaite prédire le montant des ventes du mois suivant. Pour le problème 3, on souhaite prédire si un mail est frauduleux ou non.
Pour le problème 1, la variable à prédire, donc l'étiquette, est une variable qualitative. Le patient est malade ou non. C'est donc de la classification. Pour le problème 2, la variable à prédire est une variable quantitative puisque c'est un montant. C'est un peu comme le problème de prédiction du prix d'une maison du diapositive précédent. C'est donc de la régression. Pour le problème 3, on veut savoir si le mail est frauduleux ou non. C'est encore une variable qualitative. C'est donc de la classification. Maintenant qu'on a défini ce qu'était l'apprentissage supervisé, passons à l'apprentissage non supervisé. En apprentissage non supervisé, les données ne sont pas annotées. Elles n'ont pas d'étiquette. Il s'agit donc de découvrir les structures sous-jacentes de données non étiquetées. Un premier sous-domaine de l'apprentissage non supervisé est le clustering. Comme son nom l'indique, le but est de faire des clusters, c'est-à-dire des groupes cohérents. Dans l'exemple ici, un point bleu correspond à une observation de caractéristiques d'une fleur où l'on a mesuré la taille de la tige et la taille des pétales. Mais notons qu'on ne connaît pas le nom de la fleur associée car on ne dispose pas d'étiquette. Le but est alors de regrouper les fleurs qui ont les mêmes caractéristiques, et donc ici de regrouper les points bleus par cluster. Un autre sous-domaine de l'apprentissage non supervisé est la réduction de dimension. Remarquons tout d'abord que les données ne sont toujours pas annotées, car nous sommes en apprentissage non supervisé. En réduction de dimension, le but est de prendre des données dans un espace de grande dimension et de les remplacer par des données dans un espace de plus petite dimension. Pour reprendre l'exemple des fleurs, on peut imaginer que pour chaque fleur, on a une centaine de caractéristiques associées. Par exemple, longueur et largeur de la tige, mais aussi longueur et largeur des pétales, couleur des pétales, etc., etc. On veut alors réduire drastiquement le nombre de caractéristiques, mais quand même garder le plus possible l'information donnée par ces 100 variables. Nous n'avons pas encore parlé du deep learning. Comme vu dans la diapositive 2, le deep learning est un sous-domaine de l'intelligence artificielle qui utilise des réseaux de neurones pour résoudre des tâches d'apprentissage. Ici par exemple, on veut faire de la classification sur des ananas et des citrouilles. On va donc avoir une base de données étiquetée, car nous sommes en apprentissage supervisé, et on va vouloir que la machine apprenne à classer un nouveau fruit en fonction de sa largeur et de sa hauteur. Une possibilité pour résoudre ce problème est d'utiliser un algorithme de deep learning. Mais notons qu'il existe beaucoup d'autres algorithmes ici de classification, comme la régression logistique ou les SVM. Pour finir, notons que pour que l'apprentissage automatique donne des résultats satisfaisants, il faut disposer de bases de données plus ou moins grandes. Sur la figure, on remarque que les bases de données peuvent contenir jusqu'à 10 puissance 10 exemples. Globalement, on peut se fixer comme règle que plus la tâche est difficile, plus la base de données devra être grande. Mais attention, il faut également que ces bases de données soient accessibles, hétérogènes et le plus souvent anonymisées, ce qui rend la constitution d'une base de données pour l'apprentissage automatique très difficile si on veut pouvoir l'utiliser correctement. Maintenant que vous avez une meilleure idée de la théorie sous-jacente à l'intelligence artificielle, voyons comment on peut décliner ça dans le domaine de la santé. Alors, quand on pense à utiliser l'intelligence artificielle en santé, on peut être tenté de se dire, on va utiliser des méthodes géniales et finalement ça va beaucoup nous aider et ça va rattraper une pertinence d'étude un petit peu limite ou une méthodologie discutable. Ben, pas du tout. C'est juste un outil statistique comme un autre. Et là aussi, il est extrêmement important de conserver un raisonnement scientifique exactement comme il a été développé à l'époque de Claude Bernard, avec une hypothèse et une méthodologie pour la vérifier. Il est notamment très important de bien définir la problématique. Il serait extrêmement faux de penser, parce qu'on va utiliser des méthodes plutôt moderne, de machine learning, etc., on va pouvoir rattraper une problématique bancale. Il faut une problématique rigoureuse et très bien définie.
Vous le verrez plus tard dans le cours sur l'intérêt de l'IA en recherche, mais je vous le dis dès à présent parce que c'est vraiment quelque chose qui doit être ancré dans votre esprit. On ne peut faire du bon vin qu'avec des bons raisins. Donc on ne fera de bonnes analyses statistiques que sur des bonnes données. Donc la collecte des données est fondamentale. La première étape sera donc de constituer une base de données. Et je vais tâcher de vous convaincre que l'accessibilité des données est aujourd'hui, à mon sens, le principal facteur limitant à l'utilisation de l'intelligence artificielle en santé. Nos moniteurs, ils sont conçus pour quoi en médecine? Pour nous présenter de manière agréable, facile à lire, des données qu'on va pouvoir interpréter rapidement et éventuellement retenir. Quand on regarde un scope, on voit bien la fréquence cardiaque, on voit bien la pression artérielle, etc. Pendant une induction d'anesthésie, on peut retenir 2-3 valeurs, avoir en tête l'évolution de la fréquence cardiaque, etc. Le moniteur, il a été développé pour ça. Il n'a pas été développé pour enregistrer des données brutes, pour faire de l'électrophysiologie ou pour constituer une base de données. Renseignez-vous un peu dans vos services. Les moniteurs que nous utilisons ne sont pas reliés à ce jour à des bases de données. Maintenant, si on rentre un peu plus dans le détail, si par exemple on voulait développer un algorithme de machine learning pour nous aider à prédire la profondeur de la sédation en réanimation, il va nous falloir une base de données. On veut faire du vin, un algorithme, donc il nous faut des raisins, plutôt des bons raisins. Donc qu'est-ce qu'on va mettre dans cette base de données? Voilà, vous êtes l'interne, vous allez dans le service de réanimation et vous évaluez la profondeur de sédation du patient. Qu'est-ce que vous allez regarder? Vous allez regarder déjà comment est le patient quand vous rentrez. Vous allez faire un score de Glasgow spontané après stimulation, un score de RASS spontané après stimulation. Regardez ce que le patient a reçu comme médicament dans les minutes passées et ce qu'il reçoit actuellement. Donc vous regardez les pouces seringues. Si vous n'avez pas envie de calculer le Glasgow et le RASS vous-même, vous demandez à l'infirmier qui est avec vous, vous consultez le dossier médical du patient, donc le logiciel métier. Donc entre le logiciel métier et les pouces seringues, on a déjà 2 moniteurs distincts. On parle de profondeur de la sédation, donc vous allez regarder le respirateur. Est-ce que le patient il est bien adapté? Est-ce qu'au contraire il est complètement désadapté? Donc à minima, on va être sur 3 interfaces, 3 moniteurs différents qui, idéalement, devraient être reliés en temps réel à notre enregistrement pour constituer la base de données. Je vous mets au défi de trouver un hôpital qui, aujourd'hui, soit capable d'enregistrer en temps réel les données brutes qui viennent du logiciel métier, des pouces seringues et du respirateur. Là, on s'est placé dans le cas minimal. Mais bien sûr, pour améliorer la prédiction de la profondeur de sédation, à un moment, on va vouloir avoir l'image, c'est-à-dire savoir réellement est-ce qu'il réagit le patient, donc rajouter une webcam. Et puis, si vraiment on veut faire de la prédiction fine, il va falloir au moins 1 ou 2 canaux EEG. Donc, vous voyez qu'assez vite, on augmente le nombre d'interfaces qui doivent être reliées à notre base de données, qui vont poser problème. Vous rajoutez à ça le fait que le patient, il n'est pas en réanimation pour qu'on enregistre ses données. Il est là pour qu'on le soigne. Donc bien sûr, pendant la toilette, il va y avoir des interférences, on va perdre des données, etc. Donc on a à la fois un problème d'accessibilité aux données, de constitution de la base de données, d'avoir suffisamment de signaux et des signaux de bonne qualité. Et puis bien sûr, pour pouvoir faire des algorithmes performants, il faudra beaucoup de cas. Donc il faudra faire ça sur des dizaines de milliers de patients pour avoir des algorithmes pertinents. Si on détaille un petit peu plus la diapositive que vous a présentée Pierre tout à l'heure, pour que vous ayez un petit peu une idée de l'ordre de grandeur. Plus on va être en haut à gauche, plus ça va être l'ordinateur qui va de manière autonome, avec finalement peu de données, réussir à produire son raisonnement. C'est typiquement le modèle d'AlphaGo de Google. Le AlphaGo 0, qui est le joueur artificiel de Go développé par Google. Là, on ne lui a pas donné de cas. Vous voyez, il a un cas, c'est les règles du jeu. Voilà les règles du jeu, voilà ce qu'il faut faire. Maintenant, débrouille-toi.
énorme pouvoir de calcul derrière qui fait que cet AlphaGo, eh ben, il a développé des combinaisons que les humains n'avaient jamais imaginées. Donc en 4-5 jours d'entraînement, il battait tous les meilleurs joueurs du monde. Là, c'est une puissance de calcul phénoménale. Si vous associez à une puissance de calcul très importante, une base de données très importante, vous arrivez toujours en haut du graphique, mais plutôt dans la partie droite, et c'est le phototagger de Facebook. Là, vous avez 1 milliard de données avec une très grosse puissance de calcul. Ben, vous comprenez pourquoi Facebook va réussir facilement à reconnaître les visages et à vous mettre les noms directement des personnes qui sont sur vos photos. Où est-ce qu'on en est en médecine? Ben forcément, on est un peu plus en bas et un peu plus vers la gauche. Vous voyez la cohorte de Framingham, qui est un peu le prototype de base de données en médecine, c'était 10 000 patients. Des calculs qui sont somme toute relativement modestes, mais on arrive à partir de ça à définir les facteurs de risque cardiovasculaire, on était quand même content. Une grosse base de données qui existe, c'est la mortalité aux États-Unis, mais alors là, il y a certes des caractéristiques pour chaque Américain vivant, mais il n'y en a pas beaucoup et il n'y a pas aucun calcul puisque c'est défini par vivant ou mort. Les autres éléments qu'il faudra prendre en compte quand on va constituer une base de données, c'est la qualité des données, ça je vous en ai déjà parlé avec l'exemple du patient en réanimation, et également l'hétérogénéité. Pour pouvoir appliquer un modèle qu'on va développer sur d'autres populations, d'autres hôpitaux, il ne faudra pas avoir pris qu'un seul type de patient. Je vous donne un exemple. Si je travaille dans un hôpital de vétérans américains, que je soigne globalement que des hommes de plus de 80 ans, même si ils font des chocs septiques, qui sont dans le coma et que je prédis leur profondeur de sédation, ben ça ne sera probablement pas applicable à un hôpital où j'aurai des patients tout venant, par exemple, des hommes et des femmes, et notamment des femmes plus jeunes. L'anonymisation dans la base de données est fondamentale parce qu'on veut à tout prix éviter qu'il y ait des fuites de données et on sait qu'on peut se faire pirater. Et le consentement du patient est une réelle question. Est-ce qu'on n'est pas en devoir de demander le consentement du patient avant de récupérer ces données pour les mettre dans une base de données pour servir après à développer un algorithme? Bien sûr, aujourd'hui, la réponse en France à cette question est oui. Ce n'est pas le cas dans tous les pays. Une fois qu'on a nos données, il va falloir choisir le modèle, c'est-à-dire quelle méthode statistique on va utiliser et comment on va l'évaluer. Là, Pierre vous a présenté dans la première partie différentes possibilités du machine learning, du clustering, de la régression logistique. Il n'y en a pas un qui est supérieur à un autre, et c'est là où je pense que la collaboration entre des médecins, des chercheurs et des mathématiciens, des bio-ingénieurs, des biostatisticiens est fondamentale pour connaître les limites de chaque technique et leurs intérêts propres, puisque c'est vraiment en fonction d'une part de la problématique, mais surtout de notre base de données, de sa taille, de son équilibre, de notre capacité à limiter les biais, qu'on va utiliser plutôt une méthode qu'une autre. Un vrai problème qu'on a en médecine, c'est la vérité terrain, c'est-à-dire c'est bien beau de vouloir prédire quelque chose, encore faut-il être capable de donner une vérité terrain, c'est-à-dire, si on reprend l'exemple des citrouilles et des ananas, de dire, bah voilà, ça c'est une citrouille, ça c'est un ananas. Si je l'applique à la santé, ça va être, ça c'est un patient modérément sédaté, ça c'est un patient très sédaté. Ou alors, pour en revenir à la photo qui est sur la partie droite de la diapositive, ça c'est une bronchite, ça c'est une pneumonie acquise sous ventilation mécanique. Et on sait bien, j'ai pris l'exemple du diagnostic de la PAVM qui est relativement difficile pour nous en réanimation, qu'un certain nombre de diagnostics sont compliqués à faire et ça va rajouter de la difficulté puisque parfois on ne pourra pas étiqueter correctement nos données, donc on va perdre des données, sinon on aurait des mauvais raisins et avec des mauvais raisins, on fait du mauvais vin.
Dernière partie, l'interprétabilité, comment est-ce qu'on va interpréter les données. Et là aussi, je crois qu'on ne peut pas s'épargner la collaboration avec des gens de l'art, avec des mathématiciens et l'éthique. L'interprétabilité, elle est très importante et c'est pour ça qu'on n'utilise pas trop de boîtes noires parce qu'on aime bien, en médecine, être capable de dire bah tiens, c'est telle et telle caractéristique qui ont été prises en compte. Quand on a une boîte noire, certes c'est beaucoup plus puissant, si on a des grosses bases de données, le deep learning, ça donne des résultats super, mais on ne sait pas ce qui est pris en compte. Et là vous avez un exemple qui est réaliste, vous avez un modèle de deep learning qui reconnaît les images, on lui a appris des tas de choses, le panneau stop, il reconnaît que c'est un panneau stop, dès qu'il y a deux petits autocollants noirs comme ça dessus, c'est interprété par limitation de vitesse à 45 km/h. Bah, moi, je ne veux pas être au volant de la voiture qui a cet algorithme-là à l'intérieur. Enfin, aujourd'hui, clairement, c'est le médecin qui est responsable. C'est-à-dire que si on fait un mauvais diagnostic, on ne peut pas dire ah bah c'est l'IA qui m'a indiqué que non le patient il n'avait pas de choc septique, etc. C'est toujours le médecin qui est porteur de la responsabilité. Ça, bien sûr, ça pose de nombreuses questions éthiques et c'est pour ça qu'on vous a prévu une session de 3 heures le jeudi après-midi de TP pour discuter de toutes ces problématiques. Nous vous remercions pour votre attention et je vous rappelle que nous aurons donc une séance de TP le jeudi 5 septembre à partir de 9 heures. Nous aurons beaucoup de plaisir à vous retrouver et à répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir sur cette thématique.